Connaissance, recherche, sciences, dessin, mathématiques, théorie, physique, philosophie, conférences, archéologie, nature. Ce que je vais faire aujourd'hui, c'est traiter relativement en détail, peut-être en vous épargnant quelques détails techniques un peu complexes, le problème aux deux bouts de planification, comme je l'appelle, c'est-à-dire ces problèmes de jeu à champ moyen dans lesquels on part d'une densité et on veut atteindre à la fin de l'horizon d'études, on veut atteindre une certaine densité, un certain état de entre guillemets, la population. Alors, pour ce faire, je voudrais auparavant, et donc je voudrais vraiment régler le cas sans laplacien, c'est-à-dire sans bruit dans le système. Tout est déterministe, tout le monde voit tout, tout le monde sait exactement ce qu'il fait, etc. Alors, de ce point de vue-là, j'aurais quand même besoin de faire un petit rappel sur des formulations de type contrôle optimal de ces jeux à champ moyen. Donc, désolé pour ceux qui connaissent bien cela. Et je vais prendre le point de vue de l'aspect du contrôle d'équations de type Fokker-Planck. Alors, donc, de quoi s'agit-il? Eh bien, ce dont il s'agit, c'est d'a priori, c'est de travailler sur une équation. Alors, je vais les regarder de manière rétrograde, pardonnez-moi. Donc, cela fera dm sur dt plus Laplacien m. On va contrôler ces équations de Fokker-Planck et je vais mettre un nu, de sorte que lorsque nu sera égal à 0, ce sera en fait le contrôle d'une équation de transport. Et le contrôle s'exerce par ce qui n'est rien d'autre que le champ de vitesse. Quand vous écrivez une équation comme ceci, imaginez qu'il n'y ait pas de nu laplacien, alpha correspond au champ de vitesse. Égal à 0, c'est donc bien d'écrire l'évolution d'une densité de particules qui se déplace dans un champ de vitesse avec un champ de vitesse alpha. Et le nu laplacien représente la présence du mode de bruit éventuel, il n'y en a pas si nu égale à 0, dans l'évolution de ce système de particules. Donc alpha là-dedans est une fonction de x et de t qui est le contrôle. Ça, c'est l'état du système. M est l'état du système. Et je vais rajouter au minimum une condition finale, pardonnez-moi, qui, comme j'ai renversé le temps, devrait vraiment être considérée comme condition initiale. Bien. Je vais l'appeler M1, mais c'est vraiment un peu abusif. Alors, l'interprétation de contrôle optimal est assez naturelle, et j'en ai déjà parlé au minimum dans le cas stationnaire. Le cas de planification correspond à imposer en plus la condition initiale, mais ça va être une limite singulière, une sorte de... Je vais aborder ça par pénalisation. Alors donc, le critère à minimiser, donc je pars d'un problème de contrôle optimal et puis on va voir le rapport qu'il peut y avoir avec un jeu à champ moyen, va être, dans le cas qui nous occupe, l'infimum. Et donc de l'intégrale, alors je suis toujours périodique pour simplifier, c'est toujours beaucoup plus agréable de ne pas réfléchir aux conditions limites. Et je vais pour l'instant prendre quelque chose qui mesure
choix, c'est un coût associé au choix que nous avons fait, L de x et de alpha, étant entendu que je vais également comment dire, et tout ça dans la mesure m, on peut évidemment prendre des choses un peu plus générales. Donc, je vais faire les calculs dans ce cas-là, et puis après, très rapidement, je modifierai, je prendrai un terme un peu plus général, qu'on voit ce qui se passe dans ce cas-là. Donc, pour l'instant, je ne travaille rien qu'avec ce cas particulier. Et puis, je rajoute également une certaine fonctionnelle de m, plus psi de m, une sorte de fonctionnelle globale. Et puis, je vais rajouter également ce que l'on peut considérer comme un coût final, donc quelque chose que je vais baptiser, je ne sais pas moi, grand phi de x et de m, le coût final, ça serait plus exactement un coût initial, de x. Donc c'est évidemment là que le problème de planification correspond bien évidemment à prendre pour phi quelque chose qui serait comme 1 sur 2 epsilon, m de 0 moins m0, une certaine norme, peu importe, par exemple la norme L2 au carré si vous en avez envie. Évidemment, quand epsilon tend vers 0, la limite, c'est une pénalisation. Vous pourriez prendre la norme L1, la norme LP, peu importe. C'est une pénalisation, bien entendu, du fait que vous puissiez demander, lorsque epsilon, entre guillemets, vaut 0, à contrôler une équation de Fokker-Planck avec deux conditions au bord. Je reviendrai là-dessus quand on parlera de Laplacien. Et pour l'instant, faisons simple. Donc pour l'instant, je prends un epsilon strictement positif si vous voulez. Je ferai un petit zoom sur la planification dans un instant. Bien. Alors, et la minimisation se fait donc par rapport à alpha. Bien. Alors, c'est un problème de contrôle optimal de dp. On se pose la question de, imaginons qu'on soit à un point de minimum, quelle est la condition nécessaire, suffisante si on a un problème convexe, ce qui est essentiellement le cas dès que psi, phi sont des fonctionnels convexes de m et que L est convexe en alpha. Donc là-dedans, L, c'est une fonction donnée sur Q croix RD, alors dans R, qui mesure le coût de notre contrôle, étant entendu que tout ceci se passe et est distribué suivant les x dans Q. Bon, alors donc pour dire, puisque c'est un problème de minimisation libre, pour dire, ou alors vous dites que c'est de la minimisation en alpha et m, et vous regardez ceci comme étant une contrainte, et donc il faut calculer le gradient, c'est trouver les multiplicateurs de Lagrange associés, si vous voulez. Eh bien, donc, disais-je, pour calculer, pour trouver la condition nécessaire, il faut pouvoir représenter le gradient. Et pour représenter le gradient, on va avoir besoin, évidemment, d'introduire un état adjoint. C'est simplement une astuce d'intégration par partie, comme vous le savez bien. Bon, alors, trouver l'état adjoint va précisément nous donner la partie manquante du système de jeu à champ moyen. C'est ce que donc on va voir maintenant dans ce petit calcul. Donc, moralité, je cherche à comprendre ce que fait, ce qu'est la dérivée dans une certaine direction bêta de si tout ceci est grand J de alpha, eh bien, de cette fonctionnelle au point alpha. Alors, donc, comment faire ceci? Alors, vous savez bien que j'aime bien utiliser ces notations qui ne veulent absolument rien dire, un delta alpha, parce que on voit bien où sont les variations et ce qui bouge, etc. Donc, de quoi s'agit-il? Bien, il s'agit de dériver tout ceci. Alors, donc, on y va.
Le premier terme, c'est l'intégrale de delta m, L de x, L de x et de alpha. Ensuite, vous avez m dl sur d alpha, delta alpha. Et ensuite, vous avez psi prime de m, delta m. Et enfin, vous avez plus l'intégrale de phi prime de m en 0, delta m en 0. Bien. Alors la difficulté, évidemment, si on veut représenter le gradient, c'est que la dépendance en delta alpha est implicite dans delta m et qu'on veut la rendre explicite pour trouver une expression du gradient. Et pour ce faire, on doit introduire l'état adjoint. Alors l'état adjoint, c'est ce qu'il faut pour pouvoir faire les intégrations par partie qui sont là-dedans, étant entendu que si je regarde l'équation en delta m, quelle est-elle? L'équation en delta m, c'est simplement d de delta m sur dt, plus nu laplacien delta m, plus la divergence de delta alpha m, plus alpha delta m. Et donc, on va là c'est explicite, là c'est implicite. Donc, si du delta m, on veut le réintroduire en delta alpha, eh bien, on va évidemment, par intégration par partie, devoir résoudre du, donc introduire du sur dt, moins, c'est là, ça sera ce qu'il est nécessaire du point de vue de l'état adjoint, plus alpha gradient u, égale un f qu'on va ajuster, et puis u en t égale à 0 est égal à un certain U0, un grand U qu'on va ajuster pour que ça marche. Bien. Alors justement, si je multiplie par U cette équation, c'est exactement l'intégration par partie nécessaire au calcul d'un état adjoint. Si je multiplie par U, qu'est-ce que je vais obtenir et que j'intègre en x et t? Alors si je multiplie par U, alors déjà les intégrales en x et t vont me donner delta m, facteur de moins du sur dt, par intégration par partie de la dérivée temporelle, plus nu laplacien, simple dualité, et la partie qui est ici, puisque c'est l'équation delta m que j'intègre, c'est un moins alpha gradient u. Donc j'aurais traité ces trois termes modulo les termes de bord sur intégration par partie. Et puis j'ai un terme également supplémentaire qui est un moins delta alpha m gradient u. Ça, c'est presque nul. Quand je dis presque nul, c'est qu'il me manque les termes de bord qui sont plus l'intégrale de delta m. Alors, à l'instant grand t, la valeur finale est fixée, donc delta m vaut 0, ça j'aurais dû le dire auparavant. Si l'équation pour delta m est ici, la condition finale, delta m en grand t, c'est 0. Donc déjà, quand je multiplie par u et que j'intègre par partie en temps, la contribution à l'instant grand t est nulle. Il me reste donc la contribution en 0, qui est donc moins delta m de 0, fois bien la valeur de u en 0, qui est le grand U que je cherche. Bien. Donc, que reconnaissez-vous là? Bien, vous reconnaissez moins du sur dt plus nu gradient u moins alpha gradient u, c'est précisément tout ça, c'est moins f. Donc tout ça, ça vaut 0. Et donc, si je rétablis des signes quand même plus naturel, je vais avoir que f delta m, c'est-à-dire tout ce que j'aurais envie de rendre explicite, plus l'intégrale de delta m de 0 fois u. À nouveau, ça c'est la partie que je voudrais rendre explicite en delta alpha, et vous voyez comment il va falloir ajuster les choses.
Ça sera tout ce qui représente du delta M ici dans notre problème. Eh bien, cette partie où on va ajuster le F et le U, eh bien, est maintenant représentée, quand j'ai mis un delta M ici, ça en fait un peu trop là, avec les parenthèses, puisque j'ai intégré par partie, mais ce terme-là, il n'y a pas de delta M devant. Donc tout ceci est égal à plus l'intégrale double de delta alpha M gradient U. Tout ceci est égal à 0. Donc là, j'ai la possibilité des intégrales doubles en delta M, une intégrale initiale en delta M de 0, tout ça avec des poids F et U. Je peux le rendre explicite en delta alpha, c'est le principe de l'état adjoint. Et donc, vous voyez, je vais exactement faire ça pour tous les termes delta M qui sont là. Donc, si je pense que ça, c'est une double intégrale, bien pour F, que dois-je choisir? Je dois évidemment prendre L. Oui, ça c'est correct. L plus psi' de M. Bien. Et pour U, que dois-je prendre? Eh bien, je dois prendre, pour U, oui, le grand U, je dois prendre phi' de M de 0. OK? Donc, j'enlève ceci. Et le résultat des courses, c'est que, à la fin, J' de alpha appliqué à delta alpha, avec cette représentation, bien, vous voyez que j'ai ainsi géré les trois termes qui sont ici, et que j'obtiens finalement cette intégrale qui est delta alpha, facteur de m dl sur d alpha, moins, donc il y a m d'ailleurs en facteur, moins gradient U. OK? Bon, donc c'est le calcul via l'état adjoint. Je peux maintenant enlever les points d'interrogation. Et je réécris tout bêtement ici, parce que c'est quelque chose de très simple, c'est que J' de alpha est simplement exactement donné en termes par cette représentation de double intégrale lorsque ça agit sur des incréments, est simplement donné par m fois dl sur d alpha moins grad U. Étant entendu que U résout, donc je peux effacer tout le reste, U résout cette équation de Fokker-Planck, enfin cette équation parabolique adjointe, qui est là. Donc, totalement standard, c'est de l'optimisation fonctionnelle, ce qu'on appelle des contrôles optimales. C'est de l'optimisation et les conditions nécessaires et le calcul d'une dérivée, il n'y a rien d'autre. Bien. Donc, une fois qu'on a dit cela, on peut maintenant écrire les conditions d'optimalité. Si M est minimum, est un point de minimum, si M est un point de minimum, on a à ce moment-là que la dérivée s'annule. Dire que la dérivée s'annule, comme M, on peut imaginer que ce soit strictement positif, cela veut dire que dl sur d alpha est égal à gradient U. En d'autres termes, si je suppose maintenant, pour simplifier, que L, que la fonction qui à alpha donne L de x et de alpha est convexe, ou strictement convexe, si vous ne voulez pas de problème d'unicité, eh bien, alpha est égal à dh sur dp de x et de gradient U, où h de x et de p, c'est simplement la fonction convexe conjuguée en x et p, c'est-à-dire le sup sur p alpha moins L de x et de alpha. Bien. Et bien entendu,
l'équation du sur dt, donc pour l'état adjoint, si je reprends maintenant l'équation ici, eh bien, vous en déduisez que l'équation du sur dt moins nu Laplacien u, plus alpha gradient u moins L, mais alpha gradient u moins L par dualité, c'est précisément h de x et de gradient u, donc ça fait h de x et de gradient u, est égal à psi' de m. Donc ça, c'est ma fonctionnelle, qui peut être une fonctionnelle locale, hein, c'est une fonction de m, auquel cas je récupère la dérivée. Si ici vous avez une intégrale double d'une fonction de m, eh bien vous avez ici la dérivée de cette fonction en m. Si vous pensez que psi est une fonction locale. De manière générale, c'est la dérivée. Et en t égale à 0, ce que vous avez, c'est la dérivée de phi de l'autre partie de cette minimisation. Et vous voyez bien que le résultat correspond, lorsque vous remplacez ici alpha par dh sur dp en x et gradient u, eh bien vous avez effectivement le système de jeu à champ moyen. Bon. Vous voyez d'ailleurs au passage que ce calcul, comme je vous l'ai dit, hein, plusieurs petites remarques des extensions immédiates, ce calcul ne suppose absolument pas, ne nécessite absolument pas que d'avoir m, L de x et de alpha. Bah, vous pouvez remplacer ça, alors ce n'est pas idiot pour éviter de factoriser, pour éviter d'avoir des factorisations déplaisantes. Bon, enfin, là, ça va être un peu compliqué. Qu'est-ce qui se passe? Ça va compliquer les choses. Qu'est-ce qui se passe si je remplace maintenant L de x et de alpha, m L de x de alpha, plus psi de m? Tout ça, je le remplace directement par une fonction de x et de alpha qui est également une fonctionnelle de m. C'est évidemment un cas particulier de ces équations. Ce que j'ai fait précédemment est un cas particulier de ceci. Alors si on reprend le calcul, on voit assez facilement qu'on récupère deux termes. On récupère dans les variations, on récupère un dl sur d alpha delta alpha. Bon, ça ne bouge pas. C'était ce qu'on avait précédemment. Et puis, au lieu d'avoir un delta m L, eh bien, ce qu'on a, c'est un dl sur dm delta m. Bon, ben, vous voyez que le f, ça devient dl sur dm. Hein. Et le u, ça ne change pas. Non, pas nécessairement. Alors, je vais dans un instant. Absolument pas nécessairement. C'est quelque chose. Bon, pour chaque m, L de x de alpha et de m est une fonction locale, une fonction habituelle de x et de alpha. Ensuite, ça dépend de m comme on veut. De manière régulière, mais comme on veut. En particulier, ça peut être non local. C'est une fonctionnelle de m. Donc, c'est une fonction, le plus simple, si on voulait vraiment écrire les choses proprement, c'est une fonction qui agit sur les x dans Q, sur les alpha dans RD, et sur les fonctions, disons, sur les probabilités sur Q. On va dire ça. D'accord? Donc, là, l'exemple qui est ici, c'est que cette fonction L de x et de alpha et de m, d'accord? Alors, une fois que j'ai fixé m, d'accord, ce que j'obtiens est une fonction de x et de alpha. Donc, c'est la représentation avec l'intégrale qui te gêne. Hein? Bon. Alors, oublions l'intégrale, pensons qu'on a une fonction. On a une fonction comme ceci. Donc, je remplace tout ce bazar-là, je le remplace par cette expression L
de x de alpha et de... Oui, mais ça ne veut pas dire grand-chose, ça. Non, ça, je ne peux pas faire ça. Donc, je répète, pour chaque m, donc la bonne manière de voir, c'est de dire L est une fonction qui va de P et de R et de D dans les fonctions, mettons continu, sur Q croix RD. D'accord? De sorte qu'à ce moment-là, pour chaque m, ça devient une fonction de x et de alpha, et que c'est cette fonction de x et de alpha que j'intègre. Bon. Eh bien, le dl sur dm est clair. À ce moment-là, du point de vue fonctionnel, toutes les choses s'organisent comme il faut, et on a exactement le même type de représentation. Donc, on garde ça en tête. Hein, il y a une extension très simple, et à ce moment-là, l'état adjoint, il est construit comme ceci, et la relation J' de alpha, que devient-elle? Elle devient, sauf, je vais peut-être un peu vite là, mais elle devient J' de alpha a priori, c'est le dl sur d alpha, oui. dl sur d alpha moins m gradient u. De sorte que la relation d'optimalité sera d'écrire que dl sur d alpha est égal à m gradient u. Ce qui caractérise u, alpha, je veux dire. Et donc, on a à nouveau un système de type jeu à champ moyen, mais évidemment, la dépendance en m et en gradient u est beaucoup plus compliquée. Alors, ça, c'est le phénomène général. C'est donc possible d'écrire les choses plutôt que d'essayer d'écrire les choses de manière abstraite. On prendra des exemples un peu plus tard. Et je voulais juste vous indiquer, comme ça on n'aura pas à refaire les calculs, qu'effectivement, il n'est absolument pas nécessaire de prendre une expression locale. Alors, la deuxième remarque que je veux faire, c'est qu'effectivement, on peut. La pénalisation que j'indiquais ici, par quoi se traduit-elle? Elle se traduit, c'est quoi phi' de m de 0? Donc, ça, c'était la première remarque sur les extensions. La deuxième remarque, c'est dans le cas de la pénalisation, en vue de la planification, c'est quoi la condition initiale? Bien, la condition initiale, c'est phi'. Phi', ça correspond à quoi? Bien, ça correspond précisément à écrire 1 sur epsilon m moins m de 0, m de 0 moins m0. De sorte que, effectivement, c'est en tout cas formellement, quand epsilon tend vers 0, on a à la limite le problème de planification. Et donc, on s'attend, et si tout est régulier, il n'y a pas de difficulté, on s'attend que si maintenant je m'intéresse au problème de planification, et que, a priori, je voudrais résoudre ce système-là avec alpha égale dh sur dp de x et de gradient u, et une équation qui est du sur dt moins nu laplacien u plus h de x et de gradient u égale une certaine fonction de m, qui éventuellement d'ailleurs dépend de x. Maintenant, il s'agit d'une fonction locale, que je vais toujours prendre croissante, parce que sinon il y aura vraiment des gros problèmes. Mais bon, pour l'instant, je ne parle même pas de la croissance. Donc f est une fonction qui va de 0 à l'infini à valeur dans R. C'est bien une fonction locale. Ça veut dire f de m de x et de t. Eh bien, je peux a priori espérer construire des solutions de tout le fatras de contrôle optimal que j'ai mentionné précédemment. Eh bien, si je résume tout ça en disant que je peux essayer d'aborder ce problème-là. Donc, après ce rappel, ce que je suis en train d'aborder, c'est
approche, dans le cas déterministe, approche par contrôle optimal, d'ailleurs je ne mets pas du problème de planification, eh bien, je peux essayer d'aborder ce problème-là en minimisant par rapport à alpha l'intégrale par rapport à x et t de m fois, ici, je vais avoir L de x et de alpha, toujours avec la dualité, hein, donc H est égal à L étoile, et L est égal à H étoile, on n'a que des fonctions convexes. Ici, ce que je vais rajouter maintenant, c'est plus grand f de m, fonction locale toujours. Donc, les notations que je suis en train d'utiliser là-dedans, c'est que effectivement L est égal à H étoile, H égale L étoile, et f est une fonction qui va de 0 à l'infini dans R, avec f' égale petit f. C'est la primitive de petit f. Bien, et je minimise sur tous les alpha cette fonctionnelle avec un état du système, la manière de l'état du système, qui est dm sur dt plus nu laplacien m plus divergence de alpha m égale à 0, avec m en t égale à 0 est égal à m0 et m en t égale grand t égale m1. Et là, tout de suite, on se pose des questions. Parce que c'est bien beau d'écrire un problème de contrôle optimal, mais encore faut-il qu'il y ait des alphas qui permettent d'aller de M0 à M1 et des alphas qui me donnent une fonctionnelle finie. Parce que si c'est toujours plus infini, le problème est quand même limité. Donc il y a un problème de contrôlabilité d'équations de type parabolique, puisque c'est trouver un contrôle alpha de x et de t qui me permet de passer en temps rétrograde de M1 en M0 sur cette équation parabolique, c'est-à-dire d'atteindre un état donné. Et une deuxième question, c'est que de le faire avec une certaine taille des contrôles qui rend la fonctionnelle finie. Alors, ce n'est pas un problème de contrôlabilité dur, en tout cas dans le cas où on va s'intéresser à des M0 et des M1 qui sont assez réguliers. D'accord ? De manière générale, si on met ici des puissances pour L de x et de alpha et des puissances sur f, et qu'on a, surtout si on a un nu strictement positif, ça va dépendre de la dimension, des puissances, quelles sont les classes de mesure que l'on peut atteindre exactement d'un point à un autre n'est pas une question dont je connais la réponse. D'accord ? Ce n'est pas simple. Alors, je ferai un petit zoom là-dessus lorsque je parlerai des problèmes à nu strictement positif. Ça, c'est un très joli problème de contrôlabilité, mais en mesurant la taille des objets permettant de faire la contrôlabilité. Alors, si on a ce problème de contrôlabilité, donc, pour que l'on comprenne bien, imaginons, à titre d'exemple, que vous voyez bien de quoi il s'agit, imaginez que vous preniez L de x et de alpha qui soit semblable quand alpha tend vers l'infini, qui se comporte avec une constante C strictement positive, comme, je vais mettre ici C0 sur Q, c'est pas vraiment génial ça. Je vais mettre mu, non, mu c'est pas non plus terrible, R. S, allez. Alpha à la puissance S, où S est strictement plus grand que 1, ça c'est une manière de mesurer la taille des contrôles. Et imaginez que je prenne que f de z est semblable quand z tend vers l'infini à z à la puissance a, avec une constante positive, une puissance positive. Et ici, j'ai un C1. D'accord ? Donc, vous voyez, ça se comporte comme du m pour des valeurs de m grandes.
comme du m à la puissance 1 plus a, et ça se comporte comme du m alpha à la puissance s, avec des constantes que j'ignore. Cela conduit ici, donc c'est juste pour avoir un exemple en tête, cela conduit en termes d'équations pour les jeux à champ moyen à un h ici qui est semblable à du gradient u à la puissance r, où r c'est l'exposant conjugué de s sur s-1. Donc si s égale à 2, si je mets un alpha carré à la place du L, j'ai gradient U carré. Et un F ici, ça je l'ai déjà dit, qui est évidemment semblable à M à la puissance A. Bon. Les questions qui est loin d'être résolue, donc je la précise. Il y a la question pour nu strictement positif et la question pour nu égale à 0. Parce que la seule chose qui soit facile de vérifier par scaling, c'est que si nu est strictement positif, la valeur de nu n'a pas d'importance. Donc la question, enfin je dis ça, mais il faudrait peut-être vérifier parce que c'est lié au temps. Mais enfin bon. Donc je ne mets pas nu égale à 1, je mets nu strictement positif. Je serai prudent. Ça va dépendre de la dimension. Et la question, c'est quels sont les M0, et en fait, je vais vraiment écrire les choses, quels sont les M1 que l'on peut transférer grâce à un certain alpha en M0, qui rendent la fonctionnelle qui est ici finie. Ben, je ne connais pas la réponse, je ne sais pas. Donc en particulier, vous prenez 2 Dirac, on fait des petits calculs et on se rend compte de ce que ça doit être la question, la contrainte. Mais d'analyser ça plus en profondeur et pas simplement avec 2 masses de Dirac, avec des mesures quelconques et tout, c'est pas très simple. C'est pas très compliqué, il est facile de trouver des conditions suffisantes pour avoir un alpha qui soit fini, mais on aimerait avoir un si et seulement si, quoi. Et ça, je suis sûr que c'est traitable. Ça va demander effectivement quelques efforts et de faire les choses assez finement. Comprendre bien ce que fait l'équation de la chaleur. Bon, c'est une question amusante. Hein. C'est un joli problème de contrariabilité précisée. Alors, dans le cas qui m'occupe, comme je suis intéressé par des régimes réguliers pour un peu comprendre comment fonctionnent ces équations avant d'imaginer des régimes plus singuliers, des mesures plus singulières, donc je suis dans des répartitions d'objets, d'agents, de populations qui sont toujours bien régulières. Alors, dans ce cas, dans le cas où M0 et M1 sont réguliers, ou régulières, suivant qu'on dit que ce sont des... Alors, les objets M0, M1 réguliers et en plus strictement positifs. Vous verrez pourquoi. À ce moment-là, effectivement, la réponse est oui. Alors, comment ça marche, ça? Construction simple. Bon, on va trouver un alpha régulier qui permet de faire la transition. Ce n'est pas compliqué. Comment s'y prend-on? Eh bien, on va choisir un M de T qui fait une transition. Alors, par exemple, on interpole entre M0 et M1. Donc, T sur grand T, M1, plus 1 moins petit t sur grand T, M0. De sorte qu'en T égale à 0, ça vaut M0, en T égale grand T, ça vaut M1. Et ça reste toujours strictement positif.
Pourquoi je me pose la question de strictement positif? C'est qu'il sera assez facile de trouver un m alpha, mais je veux un alpha, donc il va falloir diviser par m. Bon, alors je choisis un tel m. Ben, qu'est-ce que ça me donne? Le dm sur dt, ça me donne a priori divergence de alpha, et je vais essayer de trouver le alpha grâce à l'équation. Donc ça me fait bien moins dm sur dt, moins dm sur dt, ça fait m0 moins m1 sur grand T, qui en plus est bien de moyenne nulle, ce qui sera utile. Le m de grand T, ben, il est là, hein. Le m de t, il est là, il est strictement positif. Et puis j'ai un plus nul Laplacien m. Alors si je veux être un peu vicieux, je vais écrire ça, divergence de nu m gradient log m. Gradient log m, ça fait bien gradient m sur m, donc ça fait nu gradient m, ça fait nu Laplacien m. Bon. Et donc, bah pour alpha, qu'est-ce que je vais choisir? Je vais choisir alpha égale nu gradient log m plus alpha 0, où alpha 0 est la solution de divergence de alpha 0 m, gradient w, où w résout divergence de gradient w m est égal à m0 moins m1 sur grand T. C'est une équation elliptique, le poids, le m, est strictement positif, donc il n'y a pas de difficulté pour la résoudre. Si on est en périodique, on peut la résoudre parce que ça, c'est de moyenne nulle, et je peux choisir un W est défini à une constante près, mais seul son gradient m'importe. Bah, donc, vous voyez qu'on a un objet très régulier. Si on a un objet très régulier, tout est fini. Donc, d'une certaine manière, si je prends des mesures régulières, mais vous voyez que plus que la régularité, parce qu'on peut faire des économies sur la régularité dans cette démonstration. Donc là, vous voyez que, en revanche, la stricte positivité, là, on s'en sert quand même pour résoudre ce genre d'équation. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de marge dans cette démonstration, mais ça veut dire simplement que si je veux faire une démonstration simple, bah, les hypothèses qui sont en haut, effectivement, me simplifient la vie. Et la régularité et la stricte positivité. Là, dans ce cas-là, si je prends donc des données régulières, ça c'est pas gênant, strictement positives, c'est pas non plus très gênant puisque je m'intéresse à des situations régulières, eh bien, dans ce cas-là, je sais trouver pour essentiellement n'importe quel L et n'importe quel F, un contrôle qui me permet d'aller de M1 en M0 en temps en backward, et qui me donne une fonctionnelle finie. Donc ce problème de minimisation, il est bien posé. Enfin, bien posé. Il est bien formulé. Bon. En général, si je prends des mesures plus compliquées, quelle est la réponse? J'en sais rien. Une question simple et amusante. Vous prenez des puissances et puis question pour quel M0, M1 je peux réaliser avec nu strictement positif. Nu égal à 0 doit être beaucoup plus facile, mais encore que. Il y a le F de M, hein, donc c'est pas simple. Ce n'est pas une question simple. Je vous donnerai d'ailleurs un peu plus tard, lorsqu'on parlera des puissances, on verra qu'il y a des implications que si je sais faire quelque chose avec M alpha carré fini, ça entraîne automatiquement que M a une certaine intégrabilité. Donc il y a des choses subtiles qui sont en train de se passer. Et je ne connais pas la réponse. Le alpha qui est là-bas, ce n'est pas forcément le minimum de la... Ah non, non, non. Là, c'est juste pour dire j'ai un point, la fonctionnelle n'est pas triviale, dans le sens où elle n'est pas toujours plus infinie. Donc là, la seule chose, c'est la seule question pour laquelle, à laquelle j'ai répondu dans ce cas très particulier, c'est dire que ce minimum, il est fini. Et éventuellement, autrement, il n'y a peut-être même pas de fonction de test. Alors maintenant, justement, on va passer à l'existence d'un minimum.
Bon. Alors, pour résoudre ce problème-là, donc déjà, c'est existence d'un minimum. Ensuite, on aura une autre question, c'est quand est-ce qu'un minimum est effectivement une solution du système de jeu à champ moyen. Parce que écrire les conditions nécessaires d'optimalité, le J' égale à 0, c'est bien gentil, mais j'ai obtenu les jeux à champ moyen en supposant que tout était régulier. C'était formel ce que j'ai fait. Et évidemment, ça ne l'est plus si on sait que tout est C infini. Tous les calculs sont justifiés. Donc, il y aura évidemment la question d'existence, la question d'unicité, la question de la régularité. Mais en fait, pour la régularité, on va travailler directement sur les jeux à champ moyen, ce qui est assez naturel. Alors, l'existence d'un minimum, et d'ailleurs, l'unicité, là, je vais prendre dans le cas nu égale à 0. Parce que la situation est un peu différente dans le cas nu strictement positif en termes d'existence. Je vous explique la différence dans le cas nu strictement positif. Dans le cas nu égale à 0, vous n'avez aucune régularité sur M. Ceci est une équation de transport. Donc, la régularité sur M, bon, même si les M0 et les M1 sont très réguliers, si vous avez un champ de vitesse très irrégulier, ben le M ne sera pas régulier. Donc, il n'y a pas de raison de penser qu'il y a de la régularité sur M. Donc, a fortiori, il n'y a pas de compacité sur M. Et donc, dans le cas nu égal à 0, on va être obligé de travailler avec un F convexe, parce qu'on n'aura pas de compacité. Dans le cas où nu est strictement positif, on a une équation de Fokker-Planck, on va récupérer automatiquement des estimations a priori de compacité à cause du Laplacien. Ce sera plus régulier, il y a de la diffusion qui se passe, ça régularise un peu. Si ça régularise un peu, eh bien, on a éventuellement un espoir de traiter des cas non convexes en passant à la limite, en se servant de la compacité sur le F de M. Donc, on n'est pas exactement dans la même situation du point de vue calcul des variations à nu égale à 0 qu'à nu strictement positif en termes d'analyse mathématique. Alors, la pertinence de tout ça, on va y aller étape par étape. C'est en termes d'outils mathématiques. Bien, dans le cas nu égale à 0, je n'ai pas beaucoup d'autres choix que de tenter la convexité. Et si j'ai la convexité, j'aurai l'existence et l'unicité, en ayant un peu de strict. Alors, comment voir l'unicité? Le plus simple là-dedans, parce que la convexité, je dis unicité, enfin la convexité. La convexité par rapport à quoi? Alors, on peut avoir beaucoup de notions de convexité sur des problèmes comme ceci. On peut avoir des notions de convexité au sens usuel par rapport à alpha. On peut se dire c'est un problème, je vais le traiter entre guillemets de manière mixte, je vais dire c'est un problème en alpha m avec une contrainte. Je peux éventuellement changer de alpha. Je pourrais à la limite dire c'est une minimisation sur M et me poser différentes notions de convexité sur M. Comment je peux formuler ça en problème de minimisation sur M? C'est-à-dire que je me fixe des trajectoires sur les M et j'introduis une fonctionnelle qui est le minimum sur tous les alpha qui me permettent de suivre cette trajectoire. Alors, si je prends un gradient, il n'y en a qu'une seule. Bon. Donc, je ne vous prends pas trop la tête avec toutes les possibilités qu'il y a pour regarder ce problème de minimisation. Donc, voilà l'approche dont je vais parler et une des approches que l'on peut mettre en place. Celle que je préfère, qui est la plus simple, consiste à regarder ça comme en fait un problème en bêta m, où bêta est égal à alpha m. C'est d'ailleurs ce que j'ai commencé à faire en fin de séance la semaine dernière. Donc nu égale à 0, je vais peut-être maintenant, pour toute la fin du cours aujourd'hui,
supprimer tous les Laplaciens, on ne les retrouvera plus aujourd'hui. Hein. Voilà. De sorte que la contrainte qui est ici est une contrainte linéaire, donc c'est un problème avec contrainte linéaire. Je le dis uniquement oralement, m en t égale 0 égale m0, c'est linéaire, affine, je veux dire. M en t égale grand t égale m1, affine. dm sur dt plus divergence de alpha m, c'est non linéaire en alpha m, et si je remplace alpha m par bêta, c'est linéaire en bêta. Donc j'ai des contraintes maintenant qui sont linéaires ou affines en bêta m. Donc on aura un problème convexe, voire strictement convexe, et on aura des résultats d'existence et d'unicité relativement facilement, avec des expressions où simplement on aura un point de minimum qui est d'énergie finie. C'est ça qu'on récupérera. Eh bien, donc on aura une réponse à cette question. F convexe va me donner déjà un bout de convexité dans la fonctionnelle. Et f convexe, qu'est-ce que ça veut dire? Puisque f' c'est petit f, ça veut dire f croissante. Donc ça, c'est toujours cohérent avec ce qu'on a toujours fait. Et puis maintenant, la dernière question qu'il me faut comprendre, c'est quand est-ce que ceci est une fonctionnelle. J'omets le x qui ne joue aucun rôle, mais alpha, c'est bêta sur m. Et quand est-ce que cet objet, cette fonctionnelle de bêta de m, est convexe? Alors ça, je l'ai fait avec des puissances la semaine dernière. Hein. On a vu que lorsque L était une puissance, ça marchait toujours. Alors, faisons le calcul un peu plus général, en se disant, j'ai maintenant un Y qui est positif ou nul, j'ai un L de X sur Y. Quand est-ce que cette fonction des Y positifs et des X dans RD est une fonction convexe de ces D plus 1 variables? Bon. On va faire le calcul. Hein. On fait le calcul de quoi? De la matrice hessienne. Je vais le faire comme si de petit d est égal à 1, ça ne change rien. Alors, qu'est-ce que je récupère pour la dérivée seconde en x? Ça me fait L seconde de x sur y, mais quand je dérive deux fois par rapport à x, je crée évidemment un 1 sur y2 et je trouve un 1 sur y. Si je dérive en y, je récupère un L, et je récupère un moins x sur y2 L'. Et comme j'ai un y, ça me fait un L moins x sur y L'. Ça, c'est la dérivée en y. Et maintenant, je dois dériver en x. Si je dérive en x ce bazar-là, ça me fait L' divisé par y moins 1 sur y L', ça s'en va. Et donc le seul terme qui reste, c'est la dérivée. C'est bon. Il y a des raisons pour ça, hein, mais bon. Donc tout calcul fait, je vous épargne les détails. On trouve un x2 sur y2, L seconde, de x sur y. Pour la dérivée mixte en xy. On va trouver un x2 sur y2 L seconde de xy sur la dérivée en yx, symétrie de la dérivée seconde. Et puis maintenant, il y a la dérivée seconde en y. Alors là, je recommence. L de xy, j'aurais pas dû effacer, tant pis, moins x sur y L' de x sur y. Et maintenant, je dois à nouveau dériver ça par rapport à y. Charmant comme calcul. Alors, que vais-je récupérer? Je vais récupérer d'abord un moins x sur y2 L', qui va s'annuler avec le plus x sur y2 L'. Et donc, à nouveau, je n'ai qu'à dériver le terme qui est ici en L', et je récupère, à quelques erreurs de calcul près, x2 sur y3 L seconde. Voici, en tout cas dans le cas d égale à 1, sinon matriciellement c'est du même tonneau,
dans le cas d égale à 1, la matrice hessienne. Dire que j'ai une fonction convexe, c'est bien vérifier que les termes diagonaux sont positifs ou nuls, ce qui est le cas puisque L est convexe. Et dire que le déterminant est positif ou nul, j'ai dit non nul, enfin positif ou nul, et le déterminant il vaut 0. Sauf erreur de calcul. Pardon? C'est x sur y carré, bien sûr, parce que je dérive par rapport à x. Donc, par homogénéité, il n'y a pas de choix. Merci. C'est une fonction homogène globalement en xy de degré 1. Donc la dérivée seconde doit être globalement homogène par rapport à xy de degré moins 1. De sorte que ceci est une fonction convexe d de x et de y dès que L est convexe. Donc il n'y a pas besoin de mettre d'hypothèse de plus. C'est toujours convexe. Donc dès qu'on a un peu de croissance à l'infini, convexité, borne, plus limite faible entraîne existence, et dès qu'on a un peu dès qu'on est sûr qu'il n'y a pas de plat dans la fonctionnelle, en particulier pas de plat au minimum, ben on est sûr qu'il y a unicité. Donc essentiellement, sous ces hypothèses-là, avec un minimum d'hypothèses de comportement à l'infini, donc dire que par exemple L de x et de alpha sur alpha tend vers l'infini quand alpha tend vers l'infini, un peu de coercivité si vous voulez, et sur F, il n'y a vraiment besoin de rien, plus un petit coup de stricte convexité pour l'un ou pour l'autre, de L ou de F. Alors, si je fais ces hypothèses, eh bien, j'ai l'existence. Si je rajoute l'hypothèse, ça me donne de l'existence. Et si je mets un tout petit peu de convexité, ça me donne de l'unicité. Alors, existence, unicité de quoi? Existence et unicité d'un point de minimum de cette fonctionnelle. Moi, je m'en fous de cette fonctionnelle. Ce qui m'intéresse, c'est les solutions de mon jeu à champ moyen. Bon. Est-ce que c'est la même chose? Ben, ça dépend. C'est pas simple. Ce n'est pas simple parce que écrire les équations d'Euler-Lagrange pour des systèmes très non linéaires comme ça, où assez naturellement la bonne inconnue c'est bêta qui est alpha m, mais pour récupérer du alpha qui joue quand même un rôle, parce que si je prends alpha au carré ici, mon alpha c'est le gradient U. Bon, donc il va bien falloir extraire du bêta le alpha, c'est-à-dire d'une manière ou d'une autre divisé par m. Il faut avoir donc des estimations sur m. On sent bien qu'il y a du travail à faire. Bon. Alors, donc c'est une approche qui est cette approche de contrôle optimal indique que cela se passe bien. Cela donne des objets qui sont en un sens très vague des solutions du jeu à champ moyen, au sens où on s'attend à ce qu'il les résolve, parce que c'est l'équation formelle de Euler-Lagrange de la fonctionnelle, c'est le système de jeu à champ moyen. Bon. Alors, la question, c'est est-ce que ce minimum, est-ce qu'il y a des solutions régulières? Et en fait, la réponse est oui, mais ça, c'est une démonstration dure. Et donc, je vais vous en indiquer, je peux y passer 10 heures ou 3 quarts d'heure sur cette démonstration. Alors donc, troisième point, c'est il existe une unique solution régulière, et comme ça,